C'est parti, mesdames, messieurs, pour cette grande édition de la soirée sur B1 Télévision. Grande édition dont voici l'essentiel. L'Union africaine sera présidée en 2026 par le président burundais Evariste Ndayishimiye. Il succède ainsi au président angolais João Lourenço. Cette passation est loin d'être qu'un simple rituel institutionnel. Elle s'inscrit dans un moment charnière où la diplomatie africaine joue sa crédibilité sur l'un des conflits les plus longs et les plus complexes du continent. Il fallait attendre 14 ans après l'adoption de la loi relative aux finances publiques pour voir une réforme audacieuse, celle de la déconcentration de l'ordonnancement des dépenses publiques, portée sous l'égide du président de la République et mise en œuvre par le ministre des Finances. Cette réforme marque ici un virage stratégique dans l'exécution budgétaire de l'État congolais. Bienvenue à toutes et à tous. Le président du Burundi a pris officiellement la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. Il succède à son homologue João Lourenço à l'issue d'une cérémonie organisée lors de l'ouverture de la 39e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation continentale. Pour l'année 2026, le bureau de l'Union africaine se présente de la manière suivante. La présidence est assurée par la région du centre, donc le Burundi. Le poste du premier vice-président revient à la région ouest, le Ghana. Celui du deuxième vice-président à la Tanzanie, région est. Le troisième vice-président issu de la région Afrique du Nord reste à confirmer, tandis que le poste rapporteur est occupé par l'Angola. Sachez que le sommet va s'achever ce dimanche. Kinshasa est représenté au plus haut niveau par le président de la République. À quelques jours du début du cessez-le-feu initié par l'Angola, les FARDC informent l'opinion nationale et internationale que les terroristes de l'FCM-23 ont incendié le 11 février dernier plusieurs maisons d'habitation appartenant aux paisibles citoyens de la localité de Roussankoukou dans les hauts plateaux de Fizi-Ouvira, en violation grave du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Cette opération vise à punir la population de la contrée qui a refusé d'être déportée et de le suivre. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent ces actes terroristes scandaleux qui dénoncent de la cruauté et de la détermination de l'armée rwandaise et ses supplétifs à saboter le processus de paix en cours. C'est un communiqué signé lieutenant-colonel Marc Mongba Azukai, porte-parole intérimaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales a procédé jeudi à la signature de sa charte fondatrice. C'était au siège du secrétariat technique de cette population à Kinshasa. Plusieurs partis politiques, des organisations de la société civile, dont la Lucha, Action Nouvelle, Bisso Peuple, ainsi que des personnalités indépendantes ont signé la dite charte. Ce cadre de concertation se positionne désormais comme un front public et social structuré déterminé à porter les aspirations du peuple congolais. Avec la signature de sa charte fondatrice au siège de son secrétariat technique, le cadre de concertation des forces politiques et sociales affirme poursuivre son engagement en faveur de la sauvegarde de l'état de droit et du pacte républicain. Cette adhésion, une valeur ajoutée dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre les dérives autoritaires en République démocratique du Congo. Parmi les nouveaux adhérents figurent plusieurs organisations de la société civile, dont la Lucha, Action Nouvelle et Bisso Peuple, ainsi que des partis politiques et des personnalités indépendantes qui ont signé la dite charte. La cérémonie a été présidée par le coordonnateur et porte-parole de cette structure, Michel Mwikabanza, en présence du secrétaire exécutif Henri Bolipasiko et du coordonnateur adjoint chargé de la mobilisation Gauthier Kassongo. Nous l'avons toujours dit, le cadre de concertation est ce phare et c'est lampion qui a toujours œuvré pour la préservation de la démocratie, de l'état de droit, du respect des droits et libertés fondamentaux des Congolais qui sont malheureusement bafoués par le régime en place. Et nous avons toujours appelé
à la cohésion des forces, car le cadre de concertation a été pensé et conçu comme un espace d'inclusion où les forces politiques et sociales se réunissent, réfléchissent et pensent le Congo de demain. Avec ses adhésions, la plateforme initiée à la suite de l'appel du 27 mai 2024, lancé par Claudel Loubaya et Seth Kikouni, tient à se positionner désormais comme un front politique et social structuré, déterminé à porter les aspirations du peuple congolais. Toutes ces questions qui écument le bon fonctionnement ou le mieux vivre en RDC préoccupent au plus haut point le cadre de concertation qui a toujours œuvré pour la paix et qui appelle encore une fois de plus à la convergence des forces, à la convergence d'idées, afin qu'ensemble, nous puissions sauver la République démocratique du Congo de la menace dictatoriale, de la tyrannie et de tous les maux qui gangrènent aujourd'hui notre pays. Malgré un contexte marqué par des pressions, des arrestations et l'exil de certains acteurs, cette dynamique a donné lieu à des consultations à Kinshasa, à Lubumbashi et à l'étranger, mobilisant un large soutien politique et citoyen. Près de 14 ans après l'adoption de la loi relative aux finances publiques, le gouvernement concrétise l'une des réformes les plus attendues, celle de la déconcentration de l'ordonnancement des dépenses publiques, portée sous l'égide du président de la République et mise en œuvre par le ministre des Finances. Cette réforme marque ici un virage stratégique dans l'exécution budgétaire de l'État. Le détail dans ce récit de Steve Mouyi, rendu par Giovanni Mouma. Un tournant historique vient d'être franchi dans la modernisation de finances publiques en République démocratique du Congo. Près de 14 ans après l'adoption de la loi sur les finances publiques, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République et à travers le ministre des Finances, Dodo Famba, opérationnalise la réforme majeure de la déconcentration de l'ordonnancement de dépenses publiques. Cette avancée s'inscrit dans une vision déjà exposée par le ministre dans son ouvrage intitulé « La réforme des finances publiques et l'administration RDC », paru le 15 mai 2022. Concrètement, la déconcentration de l'ordonnancement rapproche la décision d'engagement et des dépaiements de centres de responsabilité sectorielle. Elle permet ainsi de réduire les délais de paiement, d'améliorer la rédéfabilité des gestionnaires et des fluidités d'exécution des dépenses publiques. Cette réforme s'inscrit dans une approche progressive, articulée avec la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor et le compte unique du Trésor, contribuant directement à la stabilité du franc congolais, à la maîtrise de l'inflation et à une meilleure coordination avec le Fonds monétaire international dans le cadre des réunions du comité de conjoncture économique. Le processus de déconcentration a été structuré en 2 phases pilotes. La première concerne le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, le ministère du Développement rural, le ministère de la Santé, le ministère des Infrastructures et Travaux publics. La deuxième phase inclut le ministère de la Défense nationale, de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur et universitaire, de la Pêche et de l'Élevage, ainsi que celui des Finances. Cette approche graduelle vise à sécuriser les dispositifs techniques, humains et organisationnels avant la généralisation de la réforme. En fin janvier 2026, plusieurs avancées majeures sont enregistrées. La chaîne de la dépense interfacée est déjà opérationnelle dans le 4 ministères pilotes, avec les équipements installés, le compte ouvert à la Banque centrale et les logiciels en service. Les déploiements sont en cours dans les 5 autres ministères concernés par la phase pilote. Parallèlement, la DGTCP est pleinement opérationnelle, avec du personnel installé, des bâtiments fonctionnels et des systèmes comptables actifs garantissant la tenue fiable de la comptabilité de l'État et la production régulière des soldes de comptes. À travers cette réforme, le gouvernement traduit sa volonté, sous la conduite du président de la République, de moderniser durablement la gestion des finances publiques et de renforcer la discipline budgétaire au bénéfice direct de la population. Dresser l'état des lieux du portefeuille actuel et réfléchir aux acquis, aux défis et aux opportunités de consolidation de la paix pour 2026, c'est l'objectif de la rencontre tenue vendredi à Kinshasa par le comité de pilotage conjoint du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, présidé par le ministre du Plan, Guillaume Niembo, et le coordonnateur résident Ali
des Nations Unies, Alain Akpadji, une initiative qui a ambition de renforcer la stabilité des institutions de l'économie et par ricochet la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, des conditions essentielles au développement durable face aux défis persistants. Le projet s'aligne sur le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2025-2029 qui vise à assurer une meilleure harmonisation des interventions et de suivi. 100 jeunes pour être formés au métier vert, c'est l'ambition affichée du partenariat entre le gouvernement provincial et l'Institut national des préparations professionnelles qui ont lancé vendredi à Kananga un atelier d'élaboration des référentiels de formation pour la première cohorte du hub agricole provincial du Kasaï central, inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du plan national du développement des emplois verts. Objectif, renforcer les compétences locales, lutter contre le chômage des jeunes et répondre aux défis climatiques. Vers une agriculture durable et écologique. Les gouvernements provinciaux du Kasaï central et l'Institut national de préparation professionnelle ont décidé d'unir leurs efforts pour former une première cohorte de 100 jeunes dans le but de favoriser leur insertion professionnelle à travers le métier vert. Cette initiative a été au centre d'une rencontre tenue dans la salle du centre Tabor à Kananga, réunissant les autorités provinciales et une délégation de l'Institut national de préparation professionnelle. Pendant 12 jours, du 13 au 24 février, un atelier permettra de définir le référentiel et standards de métier vert afin de doter la jeunesse locale de compétences répondant aux exigences d'une agriculture moderne, durable et respectueuse de l'environnement. Nous avions identifié quelques experts du domaine dans les secteurs de l'agriculture, du Kasaï, et ensemble nous allons élaborer des référentiels qui sont contextualisés par rapport aux réalités d'abord du pays, mais particulièrement au contexte agricole de la province du Kasaï central, parce que l'approche ici c'est de former plus de créateurs d'emplois que de demandeurs d'emplois. Dans son intervention, le directeur provincial de l'INPP a salué l'engagement des partenaires impliqués dans ce projet. Votre disponibilité à rehausser de vos présences cette cérémonie, en dépit de vos multiples charges d'État, est la preuve éloquente que la valorisation du capital humain et la relance agricole sont au cœur de votre politique. De son côté, le gouverneur du Kasaï central y voit une véritable opportunité de promotion de l'entrepreneuriat agricole de jeunes ainsi qu'un levier stratégique dans la lutte contre le chômage. Le gouvernement provincial attend de vous bien plus que des documents théoriques. L'agriculture durable ne doit pas être qu'un simple slogan. C'est une méthode, une science et une technique qui doit pouvoir aux besoins actuels tout en préservant les bien-être des générations futures. Pour que nos jeunes deviennent de véritables entrepreneurs agricoles et qu'ils produisent plus tout en protégeant notre environnement, ils doivent être formés selon les normes environnementales rigoureuses. La clôture de cet atelier est prévue à l'université des Kananga autour du thème « L'agriculture et le développement du Kasaï central ». L'objectif est de vulgariser les richesses locales souvent négligées et de renforcer l'implication du monde académique dans la promotion de métiers verts. Parlons de l'électricité à présent avec la remise des avis favorables de l'autorité de régulation de ce secteur à Cross Boundary Energy. La société bénéficiaire pourra alors produire de l'électricité à partir d'une centrale solaire photovoltaïque, voulais-je dire, qui sera installée à Muchacha, ainsi qu'assurer la commercialisation de l'électricité qui sera issue de cette centrale. Le 9 janvier 2026, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité a procédé à la remise de 2 avis favorables à la société Cross Boundary Energy dans le cadre d'un projet structurant de production et de commercialisation de l'électricité en République démocratique du Congo. Au nom du docteur Sandrine Moubenga Galula, DG de l'ARE, Maître Marco Kouyou, DGA, a officiellement remis ces 2 avis favorables à Camélia Ganga,
conseillère juridique de Cross Boundary Energy, qui était accompagnée de John Louembwe, responsable des projets énergétiques au sein du bureau d'études EMI Africa, partenaire technique de Cross Boundary Energy pour la mise en œuvre du projet. Ces avis favorables concernent la production d'électricité à partir d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 233,8 MWc et qui sera implantée dans le territoire de Muchacha, au Lualaba, ainsi que la commercialisation de l'électricité issue de cette centrale, un projet qui prévoit l'installation de plus de 4000 panneaux solaires photovoltaïques et fera de cette infrastructure l'une des plus importantes centrales solaires de la région. Sur le plan social, 9000 emplois seront créés durant la phase de construction, tandis que 22 emplois permanents seront générés lors de la phase d'exploitation. Du point de vue environnemental, ce projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 79 000 tonnes de CO2 par an, ce qui est une contribution significative à la transition énergétique du secteur minier et à la réduction de la dépendance aux groupes électrogènes. L'occasion était pour Camélia Ganga de préciser que ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat avec la compagnie minière Kamoa Copper, tout en saluant l'accompagnement du régulateur congolais. On est très content de l'accompagnement du régulateur congolais, on est très satisfait du professionnalisme, ils nous ont beaucoup aidés, beaucoup encouragés, beaucoup challengés. Donc là, c'est la première étape pour nous. Il y en aura d'autres. En marge de Africa Energy Forum tenu à Cape Town, la DG et la DAF de l'ARE ont par ailleurs eu une séance de travail avec Cross Boundary Energy qui a permis de consolider les aspects réglementaires et financiers du projet en vue de la poursuite du processus d'octroi des titres requis. La coordination de la société civile de Butembo exprime sa satisfaction face à l'officialisation de la libéralisation du secteur de l'électricité en ville de Butembo. Laisser toutes les sociétés libres d'investir dans le domaine de l'électricité à Butembo permet à chaque ménage de cette ville commerciale d'avoir accès au courant, non seulement pour le besoin d'éclairage, mais aussi de survie et de sécurité, a déclaré à la presse ce samedi le révérend Maté Saanane, président des Forces vives de Butembo. La société civile remercie le ministre des Ressources hydrauliques et électricité pour avoir privilégié l'intérêt général de la communauté. La population est derrière la libéralisation de ce secteur. L'électricité n'est pas seulement l'éclairage. Nous devons utiliser l'énergie dans les ménages, dans tous les travaux. Et voilà pourquoi nous pensons que plus on libéralise, plus il y aura des concurrences, plus la population se retrouvera. Nous voudrions que toute la population sache que tous les investisseurs dans le domaine de l'électricité sont vraiment libres. Il y a plusieurs personnes, plusieurs ménages qui n'ont jamais été raccordés en ville de Butembo, alors qu'ils ont fait déjà des demandes et ils ont même, certains, ils ont rempli les conditions en libérant les fonds nécessaires, mais jusqu'à aujourd'hui, certains n'ont jamais été raccordés. Et pour dire que nous devons accepter que toutes les sociétés œuvrent à suivre les normes, bien sûr. Donc nous attendons à bras ouverts Virunga aussi, comme Congo Fuel et les autres. Je voudrais d'abord remercier le ministre pour la souplesse, pour avoir envoyé les enquêteurs de son cabinet. Et nous les félicitons et nous l'encourageons. Et nous remercions également le gouverneur qui avait une bonne foi, une bonne volonté, parce qu'à plusieurs reprises, il n'a cessé de réunir les acteurs qui œuvrent dans ce secteur. Nous voudrions que Congo Fuel Power puisse activer sur terrain comme il est maintenant libre de le faire, parce qu'il était arrêté par rapport à cette situation que nous sommes en train de décrire.
Après avoir remis aux commandes de Béni, ville et Béni Territoire, 16 infrastructures socio-économiques de base, le projet de stabilisation et de relèvement de la RDC, STAR RDC, a procédé par l'entremise de son coordonnateur général à la remise des 18 infrastructures socio-économiques de base au gouverneur de la province des Littoris, le lieutenant général Louboyan Chama Johnny. Ces infrastructures ainsi remises, dont des écoles et centres de santé, ont été construites en faveur des communautés affectées par les conflits armés en territoire des Djougou et d'Iromo. Le détail dans cet élément signé Patrick Serrois. C'est au total 14 écoles primaires et secondaires, ainsi que 4 centres de santé, remises au gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Louboyan Chama Johnny, par Madame le coordonnateur général du STAR RDC, Brigitte Kapinga Saouda, en faveur des communautés de territoire des Djougou et d'Iromo. Pour la patronne du STAR RDC, l'idéal pour son projet est d'arriver au vivre ensemble des communautés affectées par les conflits armés dans cette partie du pays. Le STAR Est, ancien STAR RDC aujourd'hui, n'est pas un projet pour les infrastructures, mais c'est un projet qui appelle les communautés au vivre ensemble. C'est ça l'objectif primaire du STAR RDC. Le souci de ces projets, c'est la stabilisation des communautés, c'est la réinsertion communautaire, c'est le vivre ensemble, c'est la cohésion sociale. Et pour ce faire, nous intervenons dans les infrastructures, dans la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base, selon la volonté et la demande des communautés. Je ne cesserai de le dire, le STAR RDC, c'est un projet pour les communautés, par les communautés et en faveur des communautés. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Louboyan Chama Johnny, précise de son côté que cette première vague d'infrastructures mise à la disposition de sa population dans le cadre de ces projets du gouvernement congolais financés par la Banque mondiale témoigne la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à développer cette province victime des conflits de tout genre. Permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour sa vision et son engagement en faveur du développement social et sanitaire dans notre province. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est la preuve tangible que, malgré le bruit de bottes et les tentatives de déstabilisation, la marche vers le progrès de notre province est irréversible. Soulignons que le gouverneur de l'Ituri a présidé également la cérémonie d'inauguration du bâtiment abritant les bureaux de la coordination provinciale du STAR RDC dans sa province. Le syndicat La Prospérité plaide pour un dialogue afin d'obtenir des réponses aux préoccupations des agents et fonctionnaires de l'État. Cet appel a été lancé lors de la cérémonie d'échange des vœux entre permanents, délégués et membres de cette structure. Et membres de cette structure, cette cérémonie d'échange des vœux a été organisée ce samedi à Kinshasa. À cette occasion, le secrétaire général de l'organisation a exhorté les syndiqués à garder espoir malgré les difficultés. D'emblée comme ça, je peux pas vous dire qu'on a tout arraché. Donc nous sommes en train de nous battre jusque-là pour avoir ce qu'on a besoin. Les fonctionnaires jusque-là ne sont pas encore satisfaits, mais nous sommes en train de nous battre mollo mollo. Et chaque fédération, comme nous avons des fédérations un peu partout dans l'administration, je peux vous dire que les gens de l'intérieur ont leurs revendications, les gens des affaires étrangères ont leurs revendications. À peine ils venaient d'obtenir quelque chose qui est un peu satisfaisant, mais qui n'est pas vraiment du tout. Nous sommes en train de nous battre jusque-là parce qu'il y a encore des non-payés. Il y a les gens à l'extérieur du pays qui attendent leurs frais d'installation, qui attendent leur... Il y a beaucoup, mais nous sommes en train de nous battre. Par exemple, jusque-là, ils ne sont pas encore payés. Ce n'est pas normal. Nous sommes les 14. Les gens louent les maisons.
Comment est-ce qu'ils vont vivre? Les syndicats prospérité, c'est un syndicat qui privilégie le dialogue. Mais la question que vous venez de me poser, si la base supporte, et par après, il ne s'en sort plus. Ils viendront vers les syndicats pour dire que maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Les grèves, nous n'en avons pas besoin, mais c'est une arme. C'est une arme et c'est écrit aussi dans la Constitution. Si les gens ne se retrouvent pas, ils vont aller en grève. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons le dialogue. Que le gouvernement nous attend qu'il fasse ce que les agents veulent. Un mot pour les travailleurs, je vais leur dire d'être toujours à nos côtés, ensemble nous vaincrons. Nous allons marcher la main dans la main, ils ne seront jamais dessus. Un homme, une trajectoire intellectuelle et artistique, Henri Kalama est décoré par la France, chancelier d'art et des lettres, pour son apport dans le développement de l'enseignement artistique et la structuration des institutions culturelles congolaises. Le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts a donné son alma mater des moyens de traiter d'égal à égal les institutions d'art et culturelles du monde, dont la France, pour qui l'ABA de Kinshasa est devenu un partenaire de confiance. À la résidence de France à Kinshasa, Henri Kalama Akoulez reçoit les invités. Cette soirée va le consacrer chevalier des arts et des lettres. Un moment historique avec des témoins de taille. La France reconnaît le trajectoire individuelle de l'artiste plasticien, chercheur et directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, Henri Kalama, qui a contribué au développement de l'enseignement artistique et à la structuration des institutions culturelles congolaises. À travers cette distinction, la France souhaite saluer un engagement de long terme au service de la création artistique sur le rôle d'une école d'art aujourd'hui. Une école qui ne saurait se réduire à l'apprentissage de techniques, mais qui doit former des artistes capables de penser leur pratique et d'alimenter une pensée réflexive sur le geste créatif. C'est d'un ton humble et chargé d'émotions que le distingué Kalama a dit merci. Merci pour l'amour. C'est avec une profonde émotion, Excellence, que je reçois cette médaille de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française. Mais avec beaucoup de fierté, je porte aujourd'hui les insignes que vous me faites l'honneur de me remettre au nom de la République française. En retour, je vous prie de recevoir ma vive et émouvante gratitude que j'exprime au président Emmanuel Macron et à tout le peuple français. La France célèbre la dynamique enclenchée grâce aux efforts, au volontarisme et à l'enthousiasme de Henri Kalama, qui a fait de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa un partenaire de confiance pour les pays Emmanuel Macron. Son ambassadeur a cité le partenariat avec la Haute École des Arts du Rhin, les Beaux-Arts de Paris, le programme Erasmus, qui permettra bientôt des échanges d'enseignants et d'étudiants. Le professeur Kalama, qui jouit de la confiance et de l'accompagnement des autorités congolaises en tant que DG de l'ABA de Kinshasa, fait de son alma mater une référence de l'Institut français de Kinshasa et partenaire de l'Agence française de développement. C'est aussi cette vision humaniste de l'art que nous célébrons ce soir. Un art qui parle à tous et toutes, car il n'a pas besoin de mots pour nous émouvoir. À la culture et à l'enseignement artistique en RDC. En 2024, la publication de notre ouvrage autobiographique Abstraire marque une étape supplémentaire. Ce texte, à la fois personnel et réflexif, éclaire votre trajectoire tout en proposant une pensée exigeante de la création artistique, loin de la complaisance et de toute mythologie de l'artiste. Cette fois, c'est sur un ton plutôt amoureux que le chevalier dédie cette médaille à son épouse la veille de la Saint-Valentin. Je lui dois cette distinction d'ailleurs, parce que depuis 22 ans maintenant, il m'accompagne sur les chemins qui ne mènent nulle part. Martin Heidegger. Et les chemins qui ne mènent nulle part sont justement les chemins qui mènent quelque part, vers la découverte de soi. Cette reconnaissance française, une invitation à son désormais détenteur de travailler avec plus d'exigence, de fidélité et de générosité. Et Henri Kalama Akoulez a réitéré son engagement à encourager la jeunesse à œuvrer
pour un dialogue culturel plus vivant. Ce journal est fini. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.